Nouvelle édition de Défense ce soir, 1 heure pour mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain actuellement du front nord au front sud. Et pour commencer avec vous, c'est Nicole. D'abord le front nord, bonsoir, et des nouvelles plutôt plutôt négatives, en tout cas ce soir. Tout à fait, avec une salve de roquettes qui a commencé à 9 h ce matin, qui a visé la ville de Sfat Safed dans le nord du pays. Et le bilan est assez lourd puisqu'il y a une victime côté israélienne. C'est une soldate, elle s'appelait Omer Sarah Benjo, elle avait 20 ans. Elle devait finir son service militaire dans un mois et elle a donc été tuée dans ces roquettes. Il y a aussi 9 personnes qui ont été blessées. Au total, il y a eu 8 roquettes qui ont été tirées depuis le Liban, des roquettes qui ont été revendiquées par le Hezbollah. Il y a eu 2 impacts directs donc dans cette ville de Sfat Safed. Il faut savoir que Sfat, ça se trouve à 14 km de la frontière avec le Liban. Donc les habitants ne sont pas évacués, puisqu'on sait que c'est les localités qui se situent jusqu'à 5 km à la frontière libanaise qui sont évacuées. Donc Sfat, il y a toujours les habitants qui y vivent. Donc on voit que le Hezbollah a clairement franchi une ligne rouge et a monté d'un cran dans ce jeu de ping-pong que l'on voyait, jeu de ping-pong, puisque juste après, évidemment, Tsahal a riposté tout au long de l'après-midi avec plusieurs frappes aériennes qui ont visé des positions du Hezbollah dans le sud Liban. Il y a eu plusieurs bâtiments militaires et des infrastructures terroristes, notamment utilisées par les forces Radwan, la force d'élite du Hezbollah, qui sont justement dans le sud du Liban, qui ont été visées. Le Hezbollah parle de 12 blessés et un nouveau mort du côté du Hezbollah, ce qui porte à 195 terroristes du Hezbollah tués depuis le début de la guerre qui a commencé le 15 octobre. C'était la première frappe depuis le Liban. On annonce d'ailleurs du côté du Liban ce soir des frappes assez chirurgicales à Nabatieh, quasiment à 20 km au-delà de la frontière au Liban. Et puis dans le même temps, bien évidemment, il y a toujours cette possibilité qu'Israël se lance dans cette offensive vers Rafah. Tout à fait, Rafah, donc dans le sud de la bande de Gaza. On sait que c'est le dernier bastion du Hamas, donc dans le sud du territoire palestinien. Le problème, c'est qu'il y a une énorme pression internationale contre Israël, et notamment menée par l'Égypte, puisque Rafah, ça se situe à la fois dans la bande de Gaza, mais aussi à la frontière avec l'Égypte. Donc personne ne veut qu'Israël mène cette opération, mais on l'a vu, il y a énormément de terroristes du Hamas qui sont toujours positionnés à Rafah. Il y a aussi beaucoup d'otages. On l'a encore vu en début de semaine avec cette opération de sauvetage héroïque qui a permis la libération de 2 otages. Donc vraisemblablement, Tsahal se dirige vers une opération terrestre dans cette ville. Il y a d'ailleurs Benjamin Netanyahou qui a tweeté ce soir: nous nous battrons jusqu'à la victoire complète. Cela inclut également une opération puissante à Rafah une fois que nous aurons procédé à l'évacuation de la population civile des zones d'Ekoba. C'était une façon pour le Premier ministre israélien de rassurer un petit peu la communauté internationale, puisque la communauté internationale, pourquoi elle est frileuse justement à cette opération à Rafah? C'est tout simplement puisqu'il y a 1,4 million de Gazaouis, mais Israël veut permettre que ces Gazaouis soient évacués. En temps et en heure. Merci beaucoup. Alors vous parliez de l'opération à Rafah, justement, nous sommes en ligne et il me fait l'honneur de répondre à mes questions. Il ne répond quasiment jamais à la presse. Merci. C'est pour des raisons de sécurité, on va annoncer uniquement que votre première lettre de votre nom, vous êtes ancien commandant du Hamas, c'est-à-dire les Mistaravim en Judée-Samarie. Vous étiez un commandant aussi du Yamam, l'unité qui a opéré donc à Rafah. Alors on sait que généralement le Yamam opère dans les territoires en Judée-Samarie. Qu'est-ce qui est particulier? Pourquoi c'est particulier d'opérer à Gaza? Ce qui est spécial dans la bande de Gaza, contrairement à ce que se passe en Judée et Samarie, c'est que la bande de Gaza tout entière est dans une zone de combat. Et surtout, la zone de Rafah, c'est un secteur qui attend les forces de Tsahal qui vont entrer lors de la prochaine étape de l'opération terrestre. Et nous voyons qu'il y a un état de préparation des dernières forces, des derniers bataillons du Hamas. Il y en a encore 3 qui sont prêts
à l'offensive israélienne, à l'offensive de Tsahal. Et c'est ça la différence entre le travail qu'on peut faire en Judée-Samarie et le travail à Rafah. En Judée-Samarie, eh bien, il y a une vie quotidienne qui se poursuit. Alors qu'à Rafah, on est en période de guerre et les combattants sont prêts. Il y a des bataillons du Hamas qui sont sur le qui-vive et qui prêtent attention à tous les mouvements et sont prêts à riposter. J'ai dans la tête des combattants, des officiers du Yamam. Comment on passe d'une opération en plein cœur de Jenin à une opération en plein cœur de Gaza? En principe, l'opération dans la bande de Gaza a plusieurs aspects qui est plus facile parce que dans la zone de la bande de Gaza où a eu l'opération, c'est une zone où il y a plein de terroristes qui et on n'est pas face à une population comme en Judée et Samarie. C'est-à-dire que tous les gens qui circulent ou qui sortent la tête par la fenêtre des maisons qui sont en partie détruites, on a là des secteurs où tous les gens qui circulent sont des terroristes en puissance et on n'a pas vraiment de civils qui circulent. Et c'est pourquoi le secteur, lorsqu'on opère dans un tel secteur, eh bien, on a des drones qui permettent d'observer ou d'autres moyens. Et si on voit des gens qui circulent dans la rue, ce sont des gens qui, à 1h du matin, lorsque l'opération a eu lieu, ne peuvent être que des ennemis. Il n'y a pas de civils non impliqués. Alors, justement, est-ce que, et c'est une question que tous les téléspectateurs se posent après cette réussite opérationnelle, est-ce que le Yamam est formé qu'uniquement aux opérations chirurgicales ou aussi le Yamam va pouvoir peut-être être engagé dans des missions de recherche des otages dans les tunnels avec la division 98 par exemple, celle avec qui j'étais à Khan Younes il y a quelques jours de cela? Le Yamam est en mode de combat et ces opérations chirurgicales se font quand on est dans un secteur où on se trouve les otages qu'on veut sauver. Cette zone que l'on traverse jusqu'à parvenir aux otages, c'est une étape sur la route qui mène à l'opération de sauvetage. Donc, ce passage, l'idée, c'est de le faire le plus discrètement pour profiter de l'effet de surprise, pour parvenir le plus près possible à l'endroit où se trouvent les otages avec les terroristes qui les détiennent, sans être découverts. Et en fait, c'est une opération qui se fait effectivement dans un espace qui est très problématique et on s'entraîne soit à arriver avec des unités mobiles comme l'unité 551 qui permet de faire circuler des forces dans des zones difficiles. C'est une unité qui est motorisée qui permet d'amener les combattants près de leur cible. Et à partir de là, il y a les forces qui circulent à pied de manière discrète. Et à partir du moment où les forces sont sur le site de l'opération, là où se trouve leur cible, eh bien, on a vu par exemple qu'il y avait une porte qui était fermée. Eh bien, ils l'ont fait sauter avec des explosifs. Et dès cet instant, la force pénètre dans le bâtiment et bénéficie de l'effet de surprise pour éliminer rapidement les terroristes et les otages, eux aussi, sont surpris et ne comprennent pas tout de suite ce qui se passe. Je vais m'adresser justement à l'ancien commandant des Mista Aravim de Judée-Samarie et l'ancien officier du Yamam que vous étiez. Plusieurs informations se circulent selon lesquelles il pourrait justement y avoir une opération de type, allez, je me lance, de type Fauda, en plein cœur de Rafah ou autre ville, c'est-à-dire une mission mi-Yamam, mi-Hamas. C'est possible ou c'est du domaine de l'imaginaire?
כל פעולה, Toute opération est possible. Nous avons énormément de capacités très variées et à chaque fois, il faut choisir le mode opératoire qui nous convient. Alors, pour les Mistarvim, c'est moins pertinent pour des secteurs comme Rafah, et c'est plus, on aura plus des opérations qui sont purement militaires. En Judée et Samarie, on a vu récemment à Jenin où des forces du Yassam sont entrées dans un hôpital et 3 terroristes ont été éliminés au cours de cette opération. Et en fait, le fait de se cacher, de se déguiser, de simuler, c'est quand on agit dans une ville où parfois on le fait en journée ou parfois dans l'obscurité ou sur des sites qui sont encore actifs, comme ces hôpitaux. Là, on doit utiliser effectivement le déguisement et se dissimuler pour parvenir le plus près possible de l'ennemi. Dans le secteur de Rafah, c'est un secteur beaucoup plus problématique. Et là, c'est moins pertinent parce que la plupart de la population est concentrée dans des camps. Et les gens qui circulent dans les rues, en général, ce sont des ennemis, qu'ils soient habillés en civil ou pas, mais ce sont des gens qui sont armés. Et ou parfois ce sont des terroristes qui sont déguisés en civil, mais tous ceux qui circulent dans ces secteurs, comme celui où il y a eu l'opération de sauvetage, ce sont des combattants ennemis. Merci. Merci infiniment, d'avoir accepté notre invitation. Je le répète, c'est extrêmement rare que vous l'acceptiez, surtout de parler à la presse. Donc on vous remercie ce soir, ancien commandant du Hamas, les Mistarvim de Judée Samarie, ancien officier supérieur du Hamas. Merci à vous. Et puisque le mode opératoire aujourd'hui des unités d'élite antiterroristes est global et qu'il y a une coordination des modes opératoires, j'ai voulu savoir justement ce que pensait un ancien cadre du GIGN, le groupe d'élite de la gendarmerie nationale française, sur la manière dont justement le Yamam a opéré et surtout comment on prépare un tel mode opératoire. Écoutez sa réaction. La réussite d'une mission de libération d'otages, celle qu'on a pu voir à Rafah menée par le Yamam, dépend de 3 grandes étapes. La première étape est celle de la collecte du renseignement, qui sous-entend une observation minutieuse avec tous les moyens possibles. La deuxième étape, c'est celle de l'analyse, qui a pour but d'évaluer les différents risques en fonction des modes opératoires choisis et des réactions potentielles de l'adversaire. Enfin vient le temps de l'action qui, elle, en fait, est menée par des hommes qui ont tous les scénarios possibles en tête, qui ont une grande capacité d'adaptation et qui sont en pleine possession de leurs capacités physiques, mentales et techniques. À savoir que c'est la préparation en amont qui définit la réussite de la mission. On part en général sur un pourcentage de réussite à 80 à 90%. Voilà, mais la préparation est vraiment primordiale et la qualité des hommes sur le terrain. Oui, mais vous qui avez mené justement l'opération qui a entraîné l'élimination des frères Kouachi à Martin-en-Gohel, ce que vous avez scénarisé avant comme opération n'est pas toujours ce qui se passe sur le terrain. Alors, comment on improvise justement ? L'action se fait elle aussi en différentes étapes. La première, ce sera de prendre en compte la zone afin d'éviter les agressions extérieures pour pouvoir se concentrer sur l'objectif. On va encercler le bâtiment pour justement avoir la pleine maîtrise de toutes les issues. Viendra après l'étape du franchissement par une ou plusieurs ouvertures, investir le bâtiment pour neutraliser les preneurs d'otages et isoler les otages, et vient la dernière étape qui est l'exfiltration des otages qui se fait très rapidement. C'est une opération coup de poing et extrêmement précise. Et pour aller plus loin dans l'explication de texte de ce qui se passe sur le terrain, Yaron Bouskila, merci d'être avec nous. Vous êtes lieutenant-colonel de réserve, commandant des opérations stratégiques de la division Gaza. Vous faites des allers-retours justement dans la bande de Gaza pour superviser les opérations. Question simple, est-ce que Tsahal va aller ou non à Rafah ? Tsahal est prêt à entrer à Rafah.
Les plans de Tsahal sont prêts et je pense que la seule chose qui maintenant arrête Tsahal d'agir, ce sont les coordinations au niveau politique entre Israël et l'Égypte à cause de la proximité de Rafah, de la frontière égyptienne. Du point de vue de l'armée israélienne, les plans sont prêts, les objectifs sont clairs. Et l'armée est prête à chaque instant pour commencer à œuvrer dans la bande de Gaza et dans la partie sud de Rafah. Quand vous dites que les plans sont prêts, ça veut dire que très clairement, tout l'état-major jusqu'à vous et les officiers inférieurs, tous savent exactement ce qu'ils ont à faire. À partir de maintenant, il suffit de donner l'ordre. Exactement. Tzahal sait exactement où il doit arriver à Rafah, quels sont ses objectifs, des objectifs de renseignement importants qui ont été découverts dans les activités à Khan Younes, et Tzahal n'a besoin simplement que de recevoir l'ordre du niveau politique après sa coordination, parce que l'armée égyptienne est toute proche de la frontière de Gaza, et pour mener une telle opération où un élément de coordination est essentiel, imaginez simplement que l'on tire et que par erreur, cela touche le territoire égyptien. Ça, il ne faut absolument pas que ça ait lieu. Et nous ne voulons en aucun cas faire pression sur l'Égypte en faisant entrer des forces importantes dans la zone de Rafah. Donc la coordination politique est essentielle, nécessaire, parce qu'il y a une sensibilité à la proximité entre Rafah et l'Égypte. Comment vous faites justement, puisque vous dites que le plan est prêt, pour ne pas écouter ce qui se passe et ce qui se dit à l'extérieur, ce qu'on appelle en hébreu Rachereka, c'est-à-dire des anciens qui se permettent de juger, de commenter, et également des journalistes sur plateau. Comment on fait pour rester focus sur la mission ? Je pense que d'abord, quand vous savez quelles sont vos capacités et que vous êtes sûr de vos commandants et officiers, et la mission est claire ainsi que ses objectifs, alors les bruits de fond ne sont que des bruits de fond. Cela ne se trouve pas au premier plan. De par la nature, la guerre a un public à l'arrière et le public discutent de manière publique sur les questions de la guerre. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, même sur les objectifs, il y a des dissensions. Mais ça fait partie du monde civil. Au niveau militaire, nous n'œuvrons que par les directives données par les dirigeants, et quand les directives sont claires et données, à partir de là, cela passe à des commandements très clairs, et donc les bruits de fond ne pénètrent pas jusqu'au dernier rang des soldats. Où en est-on des combats? Parce qu'on sait que le nord de la bande de Gaza se réveille, le centre également, il y a malheureusement eu des pertes aussi au niveau des soldats. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux, momentané bien évidemment, de ce qui se passe? Il faut d'abord dire que pour l'instant, nous sommes dans des combats multifronts, c'est-à-dire que nous investissons beaucoup d'efforts et d'attention, non seulement au centre, au sud, mais aussi au nord de Gaza. Une partie des forces qui étaient à Gaza ont quitté la bande de Gaza et se préparent à l'action éventuelle et possible sur le front nord vers le Liban si le niveau politique prend des décisions à ce propos. Vous êtes tous bien conscients de ce qui se passe actuellement sur la frontière libanaise et les tirs importants qui ont été effectués par le Hezbollah. Actuellement, à Gaza, nous sommes à une étape qui s'appelle en langage militaire approfondissement des résultats obtenus. Jusqu'à présent, en fait, nous nous sommes occupés des infrastructures terroristes en surface et maintenant, la majorité des efforts sont investis et dirigés vers le sous-sol dans les tunnels extrêmement nombreux, il faut le dire. On parle plus de 500 km de tunnels. Tzahal a choisi, et ça n'est pas un choix simple, de rentrer dans ces tunnels, de se battre en sous-sol. Rappelez-vous que des combats en sous-sol, c'est l'intérêt numéro 1 du Hamas, parce qu'ainsi, il exprime son avantage relatif dans l'asymétrie qu'il a par rapport au combat en surface. Mais l'armée israélienne s'est entraînée
avec des unités spéciales pour le combat en sous-sol, avec des technologies adaptées qui ont été encore mises au point pendant les combats. On peut dire, sans rentrer dans les détails, que Tsahal a trouvé un avantage asymétrie dans les tunnels. Et à chaque fois qu'il y a des rencontres dans les tunnels, en tout cas jusqu'à présent, tout au fil des combats qui ont eu lieu, c'est Tsahal qui l'a emporté à occuper les tunnels, arrêter et détruire les terroristes qui s'y trouvaient. Yaron, assez rapidement, ça sera ma dernière question, puisque vous êtes un stratège également dans la vie civile. Si vous deviez expliquer à la communauté internationale, regarder droit dans les yeux, leur dire pourquoi Tsahal doit aller à Rafah, rapidement, ça serait quoi? Vous leur diriez quoi? La guerre antiterroriste et l'organisation du Hamas est une guerre contre un axe qui arrive d'Iran et qui est entièrement consacré à lutter contre l'Occident, pas seulement contre Israël. C'est donc un ordre du jour qui a à la base une guerre contre le monde éclairé, le monde occidental, pour créer ici une entité islamique large, non seulement en Israël, mais ailleurs. Et donc, ce qui se passe entre Israël et le Hamas doit inquiéter toute la communauté internationale et c'est un intérêt de tous les États qu'Israël traite de Hamas jusqu'au bout. Rappelez-vous, on ne se bat pas ici contre les civils, on ne se bat pas ici contre les Arabes, nous nous battons contre l'organisation terroriste du Hamas qui cache derrière lui un État qui soutient le terrorisme et c'est l'État de l'Iran dont je parle. Merci beaucoup Yaron Bouskila, lieutenant-colonel de réserve, commandant des opérations stratégiques de la division de Gaza. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci. Et puisqu'on parle de la communauté internationale, Danny Ayalon, merci d'être avec nous. Son Excellence, ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis. Je vous ai demandé de venir parce que généralement, vous parlez plus de diplomatie, mais je vous ai demandé d'intervenir ce soir plus du côté stratégique. Ce qui est en train de se passer véritablement dans les coulisses, entre la Maison-Blanche et Israël. Et je vous ai demandé une question, et vous m'avez dit « oui, ça existe ». Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque Yoav Gallant part à Lloyd Austin, est-ce que les deux hommes qui ne sont visiblement pas d'accord peuvent trouver un terrain d'entente, et surtout comment ils trouvent un terrain d'entente pour permettre à Tsahal d'aller à Rafah? Tout d'abord, oui, c'est certain, parce que les intérêts stratégiques essentiels des États-Unis, c'est un Israël fort, pour deux raisons. Tout d'abord, un Israël fort permet de préserver la stabilité du Proche-Orient et empêche des acteurs ou des États d'attaquer la région. Et ce qui est encore plus important pour les Américains, c'est un Israël fort et confiant qui peut faire des compromis sur le plan diplomatique. Donc cela a toujours été la pierre angulaire de la stratégie américaine au Proche-Orient, au-delà de l'amitié très ancienne et des valeurs communes. Il y a aussi des intérêts qui sont communs et des intérêts américains. Il y a bien sûr aussi des intérêts politiques. Le président est en campagne électorale et au sein du Parti démocrate, il y a une branche progressiste qui est parfois islamiste musulman et donc il doit manœuvrer au sein de son parti. Donc l'objectif stratégique n'a pas changé. Dès le premier jour, Biden a dit qu'il fallait éliminer le Hamas. Aujourd'hui encore, les Américains veulent éliminer le Hamas, pas seulement parce que c'est une organisation terroriste, mais aussi parce que le Hamas s'oppose à la solution de deux États. Or, les Américains, leur vision, c'est la vision de deux États, et le Hamas s'y oppose. Quand Joe Biden appelle Benjamin Netanyahu, est-ce que l'ambassadeur est au courant de ce qui se dit entre les deux présidents? En clair, lorsque vous étiez ambassadeur, oui, en général, il se trouve d'ailleurs au téléphone, il participe à la conversation. Soit l'ambassadeur, soit le conseiller diplomatique du Premier ministre se trouve là pour que ce soit documenté. Pas seulement chez nous, mais aussi le conseiller du président Biden se trouve là. C'est-à-dire quand il y a une conversation entre deux chefs d'État ou deux chefs de gouvernement, en fait, il y a 4 personnes. Il y a toujours une personne qui prend des notes. Donc ça veut dire que est-ce qu'il est possible
sans dévoiler des secrets, monsieur l'ambassadeur, qu'un président des États-Unis dise à un Premier ministre « Tu n'y vas pas, je m'y oppose, interdiction formelle d'aller à Rafah ». C'est possible ou c'est encore une fois beaucoup de bruit dans la presse? Non, ça ne se fait pas. Tout ce qui concerne les opérations militaires dans ce domaine, Israël est souverain et les Américains le savent. Les Américains ne veulent pas savoir d'ailleurs à l'avance ce qu'Israël va faire pour qu'on ne puisse pas accuser les Américains de participer activement à cette offensive. Concernant Rafah, ou de manière générale, il y a des intérêts entre les États-Unis et Israël qui divergent, c'est vrai. Mais il y a toujours une règle dans les relations israélo-américaines, même quand on n'est pas d'accord, on est d'accord de ne pas être d'accord. Donc ça veut dire que quand Donald Trump, par exemple, dit que Binyamin Netanyahu était au courant que les États-Unis voulaient frapper Qassem Soleimani à Bagdad, je suppose que les Israéliens ont participé, qu'il y a eu une contribution sur le domaine des renseignements. On sait que les renseignements israéliens contribuent beaucoup aux renseignements américains. Il y a eu probablement une coopération assez étroite. L'art de la diplomatie et du langage diplomatique, monsieur l'ambassadeur. Daniel Alon, aujourd'hui, le secrétaire à la sécurité nationale américaine a dit qu'il y avait une menace très claire qui pesait sur les intérêts sécuritaires américains. Il parle de l'Iran ou de la Russie? Nous voyons effectivement... Alors il parlait de la Russie. Il parlait de la Russie, c'était clair. Il y a eu des informations fournies à la commission des renseignements du Congrès. La commission a trouvé cela tellement grave qu'il voulait en informer tous les membres du Congrès. Je pense que d'ici quelques jours, cela va être publié. Il parle d'une menace en provenance de Russie. On voit que plus la guerre en Ukraine se prolonge, les Russes font preuve de présence en mer du Nord, face aux côtes de la Finlande et face à l'Alaska également. On a vu des avions russes qui ont survolé très près de la frontière américaine. Lorsqu'ils parlent d'une nouvelle menace, cela pourrait être dans le domaine des missiles hypersoniques, peut-être des missiles balistiques qui sont capables de franchir les défenses aériennes américaines. On le saura d'ici quelques jours. 4 mois après le 7 octobre. Et 4 mois après la déclaration de Ismaël Haniyeh, disant que les Russes étaient impressionnés par l'opération et les crimes de guerre, les massacres commis par le Hamas, est-ce qu'on peut dire que toujours il y a une sorte de guerre froide qui s'est recréée avec des blocs, Iran, Russie, Corée du Nord, face à Israël et les États-Unis? Oui, tout à fait. On voit aujourd'hui une guerre froide à l'échelle mondiale. D'un côté, on a les États-Unis et ses alliés, qu'il s'agisse de l'OTAN et au Proche-Orient, c'est Israël. Et en périphérie, il y a aussi les pays sunnites modérés, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, même l'Égypte. Et de l'autre côté, on a la Chine et la Russie qui s'associent, ces deux pays qui soutiennent l'Iran, qui est le facteur terroriste le plus radical de la région. La Chine soutient l'Iran financièrement. Avec la Russie, il y a une coopération dans le domaine des renseignements, dans le domaine de la défense. Et dans cet axe, il y a aussi la Corée du Nord. Et ces 4 pays aujourd'hui coopèrent et constituent effectivement une menace pour la stabilité, pas seulement au Proche-Orient, mais dans le monde tout entier. Et vous avez 30 secondes pour y répondre, ce sera ma dernière question. Je comprends qu'à travers tout cela, il y a des intérêts, oui, géostratégiques, mais il y a le dollar en question. Le dollar, oui. Nous savons que les Russes et les Chinois ont créé ce groupe des BRICS, où il y a le Brésil, l'Afrique du Sud, et ils veulent créer une nouvelle monnaie qui va remplacer le dollar. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas encore. Nous voyons qu'il y a une instabilité et le monde entier se tourne vers les États-Unis. C'est pourquoi la bourse américaine fonctionne si bien, parce que, effectivement,
quand il y a de l'instabilité, on se réfugie dans le dollar. Mais cela montre l'aspect économique de cet affrontement. Ils veulent lancer un défi aux Américains dans tous les domaines pour remettre en cause le statut de grande puissance. Y compris donc dans le domaine de la guerre. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Denis Alon, ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis. Justement, je vous ai posé la question parce que la transition est toute faite, Océane. Le dollar, le nerf de la guerre, le dollar et l'euro qui servent à financer les ONG pro-palestiniennes en Europe, sous couvert. En tout cas, et vous avez les détails, c'est exclusif, c'est pour i24 News. Tout à fait, on va commencer par la Grande-Bretagne où il y a plusieurs ONG qui financent directement presque le Hamas. La première, c'est l'Islamic Relief Worldwide, c'est tout simplement la plus grande organisation caritative musulmane en Grande-Bretagne et selon Israël, eh bien, c'est aussi un acteur central dans le financement du Hamas. L'ancien directeur, il était clairement antisémite, il a eu des posts antisémites sur son compte Facebook en 2014-2015, il a depuis démissionné. Selon lui, je cite, le Hamas est le mouvement de résistance le plus pur de l'histoire moderne, tout simplement. Il y en a un autre qui est un autre responsable de cette même ONG qui est qualifié par le Times tout simplement d'extrémiste. Lui aussi, il a eu des posts clairement antisémites. Il a d'ailleurs glorifié les massacres du 7 octobre et pour lui, Israël est tout simplement l'État sioniste ennemi. Je cite, il décrit d'ailleurs les dirigeants du Hamas comme des grands hommes qui ont répondu, là encore je cite, à l'appel divin et sacré des frères musulmans. En 2014, la banque HSBC avait tout simplement arrêté tous ces liens, tous ces services, arrêté de financer cette ONG Islamic Relief Worldwide, tout simplement car préoccupée concernant ses liens directs avec le terrorisme. Une autre ONG, toujours en Grande-Bretagne, c'est Jamia Islamia Geusta Trust. Un petit exemple, ils ont publié une lettre le 17 octobre dernier où ils déplorent le génocide dans la bande de Gaza. Ils appellent à faire des dons pour aider le Hamas. On est le 17 octobre, 10 jours seulement après les massacres du 7 octobre. Aucun mot, aucune condamnation des massacres qu'ont commis le Hamas ici en Israël. Autre ONG, cette fois c'est Gaza Now, c'est une agence de presse qui est basée dans la bande de Gaza, mais ils envoient des dons via des banques justement en Grande-Bretagne. Et là aussi le fondateur, il a clairement exprimé son soutien au Hamas et à ses dirigeants et il a même été arrêté en 2017 par les autorités autrichiennes, cette fois là encore pour des liens clairement pour une affiliation claire avec le Hamas, tout à fait. Il y a aussi une ONG cette fois en France, elle s'appelle Humanitaire et là aussi il est possible de faire des dons, sauf que ces dons ils se retrouvent directement dans les mains du Hamas. Cette ONG, elle est affiliée à Comité de bienveillance et de secours aux Palestiniens. C'est une ONG, alors c'est simple, ils ont la même adresse, le même numéro de téléphone, c'est très facile à remarquer sur un site internet, donc ils sont clairement affiliés ensemble, ces deux ONG, sauf que ce comité de bienveillance et de secours aux Palestiniens, c'est une ONG qui a été tout simplement placée sur la liste officielle des organisations terroristes au Canada, aux États-Unis et aussi en Israël, tout simplement pour être lié à Al-Aqsa Foundation, qui est considéré depuis mai 2003 comme un moyen de financement du Hamas sous couvert d'aide humanitaire. Donc c'est de nouvelles preuves concrètes que des ONG en Europe financent presque directement le Hamas, et on sait que le Hamas utilise tous ces dons à des fins terroristes contre Israël. Voilà qui est clair. Merci beaucoup, Océane Nicole. Alors justement, Océane Nicole vient de parler de cette ONG humanitaire. Merci d'être revenu dans notre émission, Vincent Cheba, parce que entre-temps, nous avons continué à parler tous les deux de ce qui se passe et plus que des mots, des images d'ailleurs. Avant de vous donner la parole, j'aimerais qu'on voit un extrait justement de reportage de la 12e chaîne de télévision dans les tunnels de Rimal à Gaza, où très clairement on voit justement le sigle d'humanitaire. Regardez cet extrait, on en parle après. כדי שהחמאסניקים שנמצאים כאן מתחת לאדמה לא יצטרכו ללכת מרחקים ארוכים וממושכים, יש את הדבר הזה, קלנועית, על פי מה שרשום עליה, היא תרומה הומניטרית כדי לסייע לאנשים נכים. בסופו של דבר הקלנועית הזאת, וזאת שמימיני, מצאו את עצמם כאן במנהרה מתחת לשכונת רימל. Vincent Cheba, analyste et chercheur chez NGO Monitor. Très clairement,
on en a parlé. Vous nous en avez parlé lors de votre précédent passage il y a 3 semaines, de humanitaire justement. La preuve en est, il y a une... Est-ce qu'on peut parler de collusion, coopération entre cette ONG et le Hamas ? Disons que cette histoire elle peut paraître anodine, parce que c'est vrai qu'on a vu quand même depuis le début de la guerre, à chaque fois que des soldats sont rentrés dans des tunnels, du matériel, donc de l'UNRWA, de l'UNICEF, de différentes organisations internationales. Et là, c'est vrai que quand on voit humanitaire, on peut dire, bon, peut-être que le Hamas a volé donc, ce matériel. Mais le problème, c'est que humanitaire est donc listé comme organisation terroriste par les États-Unis, également par Israël. À l'époque, c'était donc le CBSP, c'était le Comité de bienfaisance et de secours pour les Palestiniens, qui est devenu humanitaire, qui a donc été désigné comme organisation terroriste par les États-Unis en 2003 et comme organisation interdite par Israël en 1997. Depuis, humanitaire a toujours donc fonctionné en France sans aucun problème. Alors on va pas tarder à voir les images justement défiler pour comprendre ce dont on parle lorsqu'on parle d'humanitaire. Je me suis adressé, pour être tout à fait honnête, au ministère de l'Intérieur français, en leur disant les faits sont là, une ONG interdite par l'OFAC, interdite par Israël, et elle reçoit des fonds publics. Réponse du ministère de l'Intérieur, pas de commentaires, ou en tout cas pas de commentaires à ce stade. D'accord. Alors justement, on a vu, j'ai cherché un petit peu donc l'organisation humanitaire donc sur le site donc du journal officiel en France, et ils ont publié donc leur rapport annuel de 2022. Et lorsqu'on voit que dans le rapport annuel qu'entre 2021 et 2022, ils ont reçu près de 30 000 € de concours publics et de subventions de fonctionnement. Et donc voilà, ça pose encore question. Déjà, encore une fois, comment ça se fait que cette organisation qui est quand même extrêmement problématique, qui est listée par les États-Unis et Israël depuis plus de 20 ans, puisse encore fonctionner en France, et en plus de ça recevoir donc des concours publics, c'est une vraie question, surtout lorsqu'on sait que voilà, Gérald Darmanin, c'est quand même un ministre qui a dissous plusieurs peut-être dizaines d'associations, et là effectivement dans le cadre donc de la guerre contre le Hamas, surtout quand la France dit qu'elle veut donc agir contre les financements du Hamas, c'était au tout début de la guerre, je me rappelle de la déclaration de Macron, ça me paraît donc assez énorme que cette organisation soit encore donc épineux sur eux en France. Le ministère de l'Intérieur m'a promis de faire justement de faire une première étude, de voir pourquoi une telle ONG dont on a trouvé encore une fois la trace de ces scooters. D'ailleurs, vous m'avez envoyé un tweet juste avant de commencer cette antenne qui est pour moi qui est la preuve. L'appel est lancé sur le tweet du Twitter du compte officiel de Humanitaire. Donnez-nous vos dons parce qu'on a besoin d'acheter des scooters à mobilité réduite. Et on les retrouve dans un tunnel. Effectivement. Mais encore une fois, ce n'est pas qu'un problème français. On voit de plus en plus en Europe une sorte de conscience qui se réveille. Encore une fois, hier, je ne sais pas si vous avez lu, en Belgique, le ministre donc, de l'Intérieur a déclaré qu'effectivement, le Hamas agissait en Belgique par le biais donc d'une association de lobby. Après, vous avez aussi en Allemagne, il y a quelques semaines, les renseignements ont publié dans la presse qu'il y avait donc le chef du Hamas en Allemagne et en Europe qui se situait donc à Berlin. Donc il y a de plus en plus donc d'indications. Encore une fois, ces organisations, elles passent par soit des organisations humanitaires, soit des organisations de lobby. Dans tous les cas, ce sont donc des organisations écrans du Hamas. Et il faut mettre un terme à ce phénomène. Si on peut en régie me remettre l'image de l'OFAC, parce que ça c'est important pour que vous le commentiez. L'OFAC, c'est l'organisme donc qui trace américain, du Trésor américain, qui trace les ONG qui sont interdites ou interdites de faire affaire avec, en gros. Quand on voit cette image-là, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie ? Alors ça signifie que déjà on parle du comité de bienfaisance et de secours aux Palestiniens, donc encore une fois qui a été désigné comme organisation terroriste en 2003 par les États-Unis, c'est donc à la suite donc, du 11 septembre. On voit très bien que la raison pour laquelle ils sont désignés, c'est parce qu'ils sont en lien avec le Hamas. Et après on voit une série d'organisations qui semblent être donc des organisations
qui appartiennent donc au CBSB, au Comité de bienfaisance et de secours palestinien. Et en fait, en définitive, d'après ce qu'on comprend, et quand je regarde aussi l'information israélienne, c'est que le Comité de bienfaisance et de secours a changé de nom pour devenir humanitaire. On le voit donc en bas de votre écran, et même avec l'adresse et le code postal, etc. C'est grâce à cette adresse en question que j'ai pu retrouver donc les comptes annuels qui étaient publiés sur le journal officiel. Tous ceux qui voudraient donner à cette association, selon l'OFAC, qui correspond donc au Trésor américain, normalement, ça serait de l'argent sale. D'après les renseignements américains, et aussi corroboré par les renseignements israéliens, parce que comme vous l'avez vu, il y a aussi le Bureau national donc, israélien de lutte contre le financement du terrorisme, qui a donc le 20 octobre, je crois, publié une liste d'organisations qui faisaient donc du crowdfunding, donc de récupérer de l'argent pour les Palestiniens, et humanitaire. Entre parenthèses, anciennement CBSB faisait donc partie de cette liste. Dernière question, Vincent, concernant l'UNRWA, parce que c'est une question qui me trotte dans l'esprit, c'est concrètement, est-ce qu'on peut remplacer le budget de l'UNRWA par d'autres organisations ? Tout à fait. Après, c'est une question simplement de courage politique. Encore une fois, on ne parle pas d'un budget énorme si on réfléchit bien. On parle de 1 milliard de dollars par an. Et on sait qu'on parle de à peu près la moitié de cet argent, donc 500 millions, qui arriverait donc pour les Palestiniens de Gaza et de Judée-Samarie. Le reste de cet argent, c'est pour les réfugiés palestiniens de Jordanie, du Liban, de la Syrie. Donc on parle d'un budget pour les Palestiniens d'ici de 500 millions de dollars par an. Ce n'est pas un gros budget. On pourrait, s'il le souhaitait, donc, transférer ces fonds via d'autres organismes de l'ONU, via d'autres grandes ONG internationales qui seraient clean. Mais après, encore une fois, c'est une question de politique. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les tweets ou les commentaires de responsables palestiniens, quand l'Union européenne, l'Allemagne ou les États-Unis décident de suspendre leurs fonds, ils ne s'offusquent pas du problème humanitaire. Ils disent non, 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 vous voulez tuer le droit au retour des Palestiniens. Et c'est ça, en fait, l'UNRWA, c'est un outil politique qui permet, on va dire, de donner l'espoir aux Palestiniens qu'un jour, peut-être, ils pourront revenir, donc vivre à Tel Aviv, vivre à Haïfa, vivre à Tzfat, etc. Et ça, il faut mettre un terme parce qu'en définitive, on nourrit un espoir qui ne se concrétisera jamais. Et on nourrit la violence. Exactement, tout à fait. Il faut justifier cette violence terroriste. Merci, Vincent Cheba, analyse de Angel Monitor. On rappelle quand même que l'UNRWA est accusée par Israël. En tout cas, 1200 employés de l'UNRWA à Gaza sont accusés par Israël d'être affiliés au Hamas. Merci à vous. Merci beaucoup. On poursuit cette émission spéciale de défense avec ce reportage signé Gili Elad avec un policier, souvenez-vous, il avait sauvé 2 orphelines en plein cœur de Sderot sous le feu des terroristes. L'une des petites filles avait hurlé, appelé à l'aide. Regardez. À vous barrer la route, je ne peux pas faire grand-chose pour vous aider. Nous sommes venus ici aujourd'hui et quand elles ont vu la maison, elles ont été bouleversées. Je cherche à calmer leurs craintes. Elles ont peur de venir ici avec tout ce qui s'est passé. Cela vous renvoie immédiatement à cette fameuse journée. Ça a commencé à 6h30 du matin avec les alertes. J'ai réveillé les enfants, je les ai fait entrer à toute vitesse dans la pièce sécurisée. Pendant ce temps, les alertes continuaient. Je leur ai dit, je vais m'habiller, restez dans la pièce sécurisée, ne sortez pas. Je suis retourné dans notre chambre, j'ai pris l'uniforme de l'équipe de sécurité d'urgence, je me suis habillé et j'ai envoyé le message habituel. Je suis en uniforme, prêt à y aller. Je n'avais pas encore posé le téléphone ni eu le temps de prendre mon arme quand j'ai reçu le message « Yair, il y a une infiltration terroriste en ville, prends ton arme et viens ». J'ai roulé à travers ces quartiers, me dirigeant vers le commissariat de police. Je suis venu par là, j'ai dépassé la poubelle et je suis arrivé sur le parking, juste ici. Je les ai vus dans la rue du commissariat en train de courir.
J'ai traversé la rue, ils m'ont repéré et se sont tournés dans ma direction. 2 d'entre eux ont lancé une grenade. J'ai sauté derrière ce petit muret et je me suis caché. Heureusement, la grenade n'a pas explosé. J'ai relevé la tête et j'ai commencé à leur tirer dessus. En me relevant un peu plus, j'ai réussi à en toucher 2 et peu de temps après, les terroristes sont venus les chercher pour les transporter dans le commissariat. J'ai avancé en direction du commissariat et j'ai demandé aux hommes de l'équipe de sécurité d'urgence de venir ici. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué la voiture. Je me suis approché et j'ai vu 2 adultes morts sur le siège avant. J'étais sûr qu'il n'y avait que 2 adultes dans la voiture, personne d'autre, mais j'ai entendu la fillette crier. Après avoir récupéré les filles et les avoir installées dans la Jeep, je suis retourné au combat. En courant dans cette direction, j'ai vu Ronen, le chef de l'équipe de sécurité d'urgence, se faire tirer dessus. Blessé, il s'est réfugié derrière la poubelle orange et s'est allongé. J'ai tiré quelques balles de plus en direction des terroristes, j'ai regardé de tous les côtés et je me suis rendu compte que j'étais seul face à eux. Le commissaire Martin se trouvait par là. J'ai donc couru vers lui et il y a eu à nouveau un court échange de tirs. Il a couru vers la poubelle bleue, je ne sais pas pourquoi. Je suppose que son arme s'est enrayée. C'était vraiment un combattant hors pair. Il a couru jusque-là et c'est là qu'un sniper depuis le toit lui a tiré dessus et l'a tué. Je suis monté ici et j'ai vu Rami Cohen, un policier étendu au sol. Un minibus était garé sur ce parking près du trottoir. Il a rampé vers le minibus. Il a demandé à ce que l'on ordonne une évacuation aérienne. J'ai appelé, mais personne ne pouvait venir. Il n'y avait personne à qui parler. Nous avons réalisé que nous étions seuls. Alors, pas le choix, on a continué à se battre. On voit celui-ci se faire tuer, celui-là tomber. J'étais certain que je ne sortirais pas d'ici vivant, ou que j'allais être blessé. Les premiers jours après le 7 octobre, je n'arrivais pas à comprendre ce qui s'était passé. Il faut des jours et des jours. C'est difficile de comprendre quelque chose comme ça. Lorsque le stress est retombé, j'ai commencé à en ressentir physiquement les effets. Je suis devenu vraiment malade. Je me suis complètement effondré. Mon corps s'est effondré. Je travaille dans l'administration pénitentiaire israélienne. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie et j'ai été traumatisé plus d'une fois, mais cela ne m'a pas brisé comme cette fois-ci. Ici, il s'agit d'enfants, de civils, c'est différent. Cette fois, c'est votre propre famille qui vit l'enfer. Votre famille qui est si proche de tout ça. C'est complètement différent.
Pour clore cette émission Ruth Berda, merci de nous avoir de nouveau d'avoir accepté notre invitation et nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes réalisatrice et vous êtes membre d'un comité de réalisateurs, d'éditeurs, de métiers de communication autour justement d'Israël, de cette guerre de l'image, guerre de communication. Est-ce que ces images de terroristes qui tirent sur tout ce qui bouge, de ces jeunes filles qui appellent à l'aide, au secours, est-ce que ces images, encore une fois, marquent ou ça ne fonctionne pas, où il y a quelque chose qui est bloqué chez ceux qui ne veulent pas voir? Je pense que cette guerre a été notre opportunité pour nous, les professionnels de l'image, de travailler sur l'émotion. Et c'est vrai qu'on avait perdu cette bataille de l'émotion depuis des dizaines d'années, peut-être 2 décennies. Et je pense que cette fois-ci, nous avons l'opportunité de faire comprendre au monde ce qui se passe. Bien sûr, avec la crise des otages, qui est une clé essentielle pour notre communication et la façon dont on communique à l'étranger. Mais quelqu'un qui est sourd, quelqu'un qui est aveugle et qui ne veut pas ni écouter ni voir, est-ce que le bruit, cette voix d'une enfant de 6 ans qui appelle au secours, est-ce qu'elle est audible? Je pense qu'il y a des gens qu'on a perdus, mais il y a vraiment une masse molle. Et c'est cette masse molle que l'on doit, sur laquelle on doit focuser. Et je pense que c'est le tournant de cette guerre. C'est cette majorité de la population qui n'avait pas vraiment d'opinion et qui maintenant est en train de comprendre. Et je pense qu'il faut faire également très attention à la minorité extrêmement vocale. Il faut comprendre que, par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a énormément d'influenceurs israéliens qui reçoivent des messages de soutien de gens qui ne sont pas juifs ou qui n'ont aucun lien avec Israël et qui commencent à comprendre ce que l'on vit et ce qui s'est passé. Donc il ne faut pas se prêter au jeu des bots, comme vous dites, ou au jeu des minorités qui font beaucoup de bruit sur la toile. Pourquoi je vous ai demandé de venir? Parce que vous avez signé cette semaine, vous et vos équipes, je dois dire quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez demandé un comique, une célébrité américaine. Une célébrité américaine, Michael Rapaport, qui était actuellement, d'ailleurs, qui était tout récemment en Israël, pendant le Super Bowl. Racontez-nous rapidement, parce qu'on va l'écouter, racontez-nous l'objectif. En fait, l'opportunité du Super Bowl, ça a été extraordinaire pour nous et pour le Forum des otages, pour lequel je travaille depuis 3 mois, car c'est le moyen de faire entendre notre cause à des gens qui, normalement, ne sont pas dans notre caisse de résonance habituelle. Écoutez, Michael Rapaport, justement, pendant le Super Bowl, c'est assez exceptionnel. Salutations, my fellow shifters. This is the new Michael Rapaport. LifeShifter.com really is life-changing. Has it changed my life? Well, no. But you know whose life it can change? The 136 hostages who are still being raped and tortured in Gaza by Hamas terrorists right now. LifeShifter.com lets you automatically contact your local reps and demand the release of all the hostages now. It's a real app. Not only will it change lives, it will save life. So use the app. Don't use the app. I don't give a but call your reps. Do it now. Do it during a touchdown. Do it during halftime, during a tree pose, an armadillo pose. I don't give a Let's bring them home now. LifeShifter.com. It's a real app. Try it. Pendant le Super Bowl, ça a fonctionné? Pendant le week-end du Super Bowl, absolument. Ça a fonctionné énormément. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a la recette de ce qui marche pendant le Super Bowl et on a décidé de hacker ce qui marche. C'est-à-dire qu'on avait une célébrité, on avait un message fort mais avec de l'humour et on avait un énorme choc, un énorme tournant au milieu de cette pub. On a des chiffres?
On a des chiffres. En fait, nous avons créé une app qui s'appelle liveshifter.com et qui permet d'automatiquement envoyer un message aux élus locaux américains pour demander la libération des otages. Et donc, nous avons des chiffres. On a eu plus de 160 000 lettres qui ont été envoyées à des élus locaux. Et ça... 150 000 plus de 160 000. Wow. Oui. Parce que, pourquoi je suis étonné? Parce que lorsque Eric Adams, le maire de New York, est interpellé lorsqu'il rentre dans le bureau de la mairie à New York, c'était hier, justement, on lui dit pourquoi vous soutenez, jusqu'à quand vous allez soutenir le génocide? Et la première des remarques qu'il dit, c'est... Quand les otages seront libérés. Exactement. Oui. Est-ce que c'est grâce aussi à votre film? Je pense que finalement, vous voyez, Michael Rapaport, il dit tout haut ce que beaucoup de gens, cette masse molle, pensent tout bas. Et cette émotion, cette force qu'il a, cette capacité de parler comme tout le monde, en fait, ben ça résonne. Ça y est, on est rentré dans une dynamique où finalement, il y a quelqu'un qui peut dire ce que je pense et ça change la donne. Et surtout, il y a un appel à l'action. C'est ça qui est crucial. Il nous reste 30 secondes. Oui. Ruth Berda, ça marche aux États-Unis. Est-ce que ça peut marcher enfin en France, en Europe? Moi, je suis sûre que oui. Pourquoi? Il suffit jamais de rien, mais en fait, il faut comprendre, il faut parler un langage culturel, c'est-à-dire qu'il faut regarder le calendrier et surfer sur une vague d'émotions qui existe déjà. Qu'est-ce qui fait vibrer les Français et quand? Ouh, je sens les Jeux Olympiques qui arrivent. J'espère qu'on n'en arrivera pas jusque-là, en tout cas pas pour les otages. Bien sûr, c'est le vœu de tous. Merci énormément, Ruth Berda, d'avoir été avec nous. Votre message ce soir, si vous avez, quelques secondes, aux téléspectateurs européens qui ne sont pas encore convaincus ce soir. Je dirais à ceux qui sont déjà convaincus, continuez à parler des otages, parce que si nous n'existons pas, eux n'existent plus non plus. Merci Ruth Berda, voilà, c'est la fin de ce Défense. L'optimisme de prime, toujours dans Défense. Bonne soirée.